Je m'appelle Isabella Carter, j'ai 29 ans. Jusqu'il y a 6 semaines, je vivais 2 vies. Le jour, je me faisais passer pour une voisine tranquille dans un studio à loyer contrôlé. La nuit, je naviguais dans les conversations et le code en tant qu'analyste de renseignement au sein d'une équipe fédérale de contre-espionnage. Ce travail exigeait des mains calmes et une voix posée. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous si le personnage compte plus que l'argent. Mes grands-parents, Margaret et Samuel Carter, m'ont élevé dans une maison en briques qui sentait la cannelle et la laine propre. Ils n'étaient pas ostentatoires, mais ils étaient redoutables. Grand-père m'a appris à lire les gens à travers leurs chaussures et leur silence, car les schémas révèlent plus que les promesses. Grand-mère m'a appris les langues à la table de la cuisine avec des cartes postales et des étiquettes de garde-manger. Quand j'avais 10 ans, elle a transformé les capitales étrangères en un jeu de société et m'a dit de gagner avec patience, pas avec de la chance. Il assistait à tous mes récitals et à toutes les petites cérémonies que mes parents oubliaient. Mes parents étaient présents sur les photos, absents dans la vie. Charles, mon père, vénérait les rapports trimestriels et les week-ends de golf. Victoria, ma mère, organisait des galas de charité et parlait de moi comme d'une marque en cours de révision. Il valorisait la proximité du pouvoir et n'aimait rien de ce qui ne pouvait être publié, comptabilisé ou classé. Quand j'ai rapporté un prix scientifique à la maison, ma mère a souri pour le photographe et a demandé si le ruban pouvait s'accorder avec la décoration. J'ai appris tôt que les applaudissements n'étaient pas de l'amour. À 12 ans, j'ai appris la première leçon d'art de la filature lors d'une course matinale avec grand-père. Il a ralenti près de la rivière et a dit « La vérité est le pouvoir, Isabella, mais le timing est une protection. » Il m'a donné une petite boussole en laiton et m'a dit que les gens qui ne trouvent pas le nord vous emprunteront le vôtre. Je la portais sur un cordon sous ma chemise à l'école, un poids secret contre ma clavicule quand la journée devenait bruyante. Ce n'était pas un bijou. C'était un rappel de choisir la direction plutôt que le bruit et de protéger ce qui comptait. J'ai traversé le lycée sans être remarqué ni blessé, ce qui est une autre façon de dire que j'ai appris à disparaître. Après l'université, je suis entré dans un programme de formation qui appelait cela une auto-analyse et demandait bien plus. J'ai appris à cartographier les réseaux, à briser les schémas et à écouter le mot qui n'allait pas. Mes grands-parents complétaient le reste avec des dîners d'escalope à la crème, des notes manuscrites sur le comptoir et une habitude de poser la deuxième question lorsque la première réponse semblait trop facile. Ils n'ont jamais recherché le statut. Ils ont recherché le sens et ont gardé le score avec de la gentillesse. Ils ne m'ont jamais demandé mes secrets. Ils m'ont plutôt donné les leurs. Une carte de recettes avec des marques de brûlure. Une ligne de grands livres prouvant que la discipline bat la chance. Une histoire sur l'année où ils ont failli tout perdre et ont choisi l'un l'autre malgré tout. Il y a 6 semaines, la boussole semblait plus lourde. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Je savais que le changement tournait autour. Je ne savais pas encore que l'appel allait venir ni à quelle vitesse une vie tranquille pouvait se terminer. L'appel est arrivé un jeudi soir gris. Je venais de terminer un service de 12 heures au bureau et je réchauffais des restes de soupe quand ma ligne sécurisée a bourdonné. Pas la ligne de l'agence. La voix d'un policier local a craqué à travers la statique. Il y avait eu une collision près de Richmond. Un conducteur ivre avait grillé un feu rouge. 2 morts sur les lieux. Margaret et Samuel Carter, mes grands-parents. Le bol m'a glissé des mains et s'est brisé sur le carrelage de la cuisine. Pendant un moment, je n'ai pas pu respirer. Ma poitrine semblait comme si quelqu'un avait coupé l'alimentation en air. La voix de l'officier s'est adoucie, disant qu'il n'avait pas souffert, mais des mots comme cela s'effondrent à l'impact. J'ai conduit toute la nuit vers leur maison, me garant à l'extérieur et fixant les rideaux qui ne s'ouvriraient plus jamais. Les funérailles ont défilé devant moi en fragments. Le cercueil poli, le drapeau plié qu'on m'a remis parce que grand-père avait servi des décennies auparavant. Le visage de ma mère anglais juste comme il faut pour les photos, et mon père chuchotant à un associé sur les opportunités d'investissement, même pendant que le pasteur priait. Je me tenais au bord de la tombe, les mains serrées autour de la boussole, et j'ai promis silencieusement que je les honorerais. 2 semaines plus tard, une lettre est arrivée de leur avocat de longue date, Daniel Brooks. Elle demandait ma présence pour la lecture du testament. Mes parents, bien sûr, seraient là.
Mon frère Ethan est venu de San Francisco, où sa start-up technologique saignait des investisseurs à chaque trimestre. Tante Meredith, la sœur de mon père, a annoncé qu'elle venait, bien qu'elle n'ait pas rendu visite depuis des années. Le cabinet d'avocats était une maison coloniale rénovée à Arlington avec des murs lambrissés de chêne qui sentaient légèrement la cire à citron. Daniel m'a salué dans le hall avec des yeux qui portaient une véritable tristesse. Il avait joué aux échecs avec grand-père, cuit du pain avec grand-mère. Ce n'était pas une formalité pour lui. Nous nous sommes rassemblés autour d'une lourde table en acajou. Mon père était assis en tête comme s'il présidait une réunion du conseil. Victoria portait de la soie noire et des perles, bien qu'elle fasse défiler son téléphone, envoyant des messages pendant que Daniel triait des papiers. Ethan est arrivé en retard, portant des lunettes de soleil à l'intérieur, buvant une boisson énergisante. Tante Meredith s'essuyait dramatiquement les yeux, son mari la suivant, silencieux comme toujours. Daniel s'éclaircit la gorge. Margaret et Samuel Carter étaient sains d'esprit lorsqu'ils ont révisé ce document l'année dernière. Ils ont subi des évaluations indépendantes pour assurer la clarté. Ce sont des choix délibérés. Mon père a interrompu. Nous comprenons. Allons-y directement à l'héritage. Daniel a commencé à lire. Les mots semblaient ordinaires au début, des révocations de documents plus anciens, des nominations exécutives. Puis vint la section que tout le monde attendait. Nous léguons par la présente l'intégralité de notre succession, totalisant environ 26 millions de dollars d'actifs combinés, y compris les portefeuilles d'investissement, les propriétés et les actions de contrôle de Sentinel Global Consultancy à notre petite-fille, Isabella Carter. La pièce se figea. Le collier de perles de ma mère cliqueta contre la table alors qu'elle se penchait en avant. Ethan faillit renverser son verre. Le visage de mon père se vida de sa couleur, puis se rougit. Daniel a continué, nous ne faisons intentionnellement et spécifiquement aucune disposition pour notre fils Charles, notre belle-fille Victoria, notre petit-fils Ethan, ou notre fille Meredith, car nous les avons déjà pourvus pendant notre vie et avons documenté nos raisons. Avant que l'outrage ne puisse s'enflammer, Daniel a appuyé sur un bouton d'une télécommande. Un écran descendit. Mes grands-parents sont apparus à la vidéo, assis sur le canapé de leur salon. Voir leur visage et entendre leur voix a ouvert quelque chose en moi. Si vous regardez ceci, commença grand-père. Nous sommes partis. Isabella, nous t'avons choisi parce que tu as vécu avec honnêteté et courage. Tu n'as jamais demandé notre richesse, seulement notre temps. C'est pourquoi nous te confions tout. Grand-mère a ajouté, à nos autres enfants, nous vous aimons, mais vous avez poursuivi le statut plutôt que la substance, les possessions plutôt que les personnes. Nous espérons que cette décision vous fera réfléchir, bien que nous ne puissions en être sûrs. Isabella continuera les valeurs que nous avons tenues. L'écran s'est estompé. Le silence pesait comme une tempête. Les poings de mon père ont frappé la table. C'est de la manipulation. Ils étaient vieux, confus. Mais je savais mieux. Mes grands-parents n'avaient jamais été plus clairs dans leur vie, et leur décision allait déclencher une guerre que je n'avais pas encore imaginée. Le silence a été brisé par un chœur de voix. Mon père était le plus bruyant. Il a poussé sa chaise si fort qu'elle a raclé le parquet. Son visage avait pris une teinte entre le cramoisi et la cendre. C'est absurde. Il aboya contre Daniel. Mes parents ne me mettraient jamais à l'écart. Isabella n'est pas capable de gérer une telle somme d'argent. Elle est quoi? Une employée de bureau? Une bureaucrate? Il a dédaigné le mot comme si c'était de la crasse. J'ai bâti ma carrière. J'ai dirigé des entreprises. Je devrais gérer cette succession. Je suis restée assise, les mains jointes sur les genoux, mon corps délibérément calme. Des années de travail de renseignement m'avaient appris que l'immobilité est parfois l'arme la plus tranchante. Victoria s'est penchée ensuite, sa voix était douce mais acérée en dessous. Chérie, tu sais sûrement que ce n'est pas juste. 26 millions. Une telle responsabilité est écrasante. Ton père a l'expérience pour gérer des portefeuilles, pas toi. Donne-la, garde une jolie petite allocation, et évite l'embarras de tout gâcher. Ses yeux ne se sont jamais adoucis. Ils brillaient de calcul, comme si elle me proposait une affaire.
Ethan a claqué sa canette de boisson énergisante. J'ai des investisseurs qui attendent mon prochain projet. Je comptais sur l'argent de démarrage de grand-père. Maintenant, tu me dis que je suis complètement écarté. C'est insensé. Tu n'as même pas besoin de cet argent, Isabella. Tu n'as même pas de famille à soutenir. C'est moi qui construis un héritage ici. L'ironie a fait mal. Un homme qui n'avait jamais tenu un emploi plus d'1 an me faisait la leçon sur l'héritage. Tante Meredith s'essuyait les yeux avec un mouchoir qui restait bizarrement sec. Je ne comprends juste pas. Après tout ce que j'ai fait pour eux, les vacances, les appels téléphoniques, elle a fait une pause, se souvenant probablement qu'elle n'avait pas rendu visite depuis plus d'1 décennie. Puis son ton s'est durci. C'est de ta faute. Tu les as empoisonnés contre nous. Ne pense pas que nous ne voyons pas à travers ton acte innocent. J'ai inspiré lentement, calmant les tremblements dans ma poitrine. J'étais déjà entré dans des salles d'interrogatoire remplies de mensonges et de pression. Ce n'était pas si différent. Daniel a levé la main. Leur décision est légalement valable. Ils ont anticipé ces accusations. Des tests cognitifs ont été effectués, des documents préparés. Contester ce testament serait difficile, coûteux et peu susceptible de réussir. C'est votre opinion, a rétorqué mon père. Nous allons porter cela devant les tribunaux. Aucun juge ne confirmerait une chose aussi scandaleuse. Le téléphone de Victoria a bourdonné. Elle a regardé l'écran, a souri légèrement, puis s'est tournée vers moi. Réfléchis bien, Isabella. Les familles qui se battent comme ça se remettent rarement. Tu peux éviter tout cela si tu transfères simplement le contrôle à ton père. Nous nous assurerons que tu sois à l'aise. L'accent qu'elle a mis sur le dernier mot ressemblait plus à une menace qu'à une réassurance. Mon téléphone a vibré dans mon sac à ce moment précis. Une notification codée de l'un de mes canaux sécurisés. Ils ne s'arrêteront pas aux avocats. Restez alerte. J'ai levé les yeux pour voir mon frère me fixer. Tu te crois en sécurité derrière ce testament? Tu ne le es pas. Nous aurons ce qui nous appartient d'une manière ou d'une autre. Le message sur mon téléphone a de nouveau pulsé comme un second battement de cœur. Pour la première fois depuis le début de la lecture, un frisson m'a parcouru la colonne vertébrale. J'ai réalisé que cette bataille ne portait pas seulement sur l'argent. Il s'agissait de pouvoir. Et ma famille venait de déclarer la guerre. Cette nuit-là, je suis allé au manoir de mes parents, convoqué, pas invité. Le message de mon père disait seulement, sois là à 19h. Nous allons régler cela ce soir. Leur domaine se dressait dans les faubourgs de Virginie, tout en verre et en pierre, un endroit construit pour le spectacle plutôt que pour la chaleur. Je me suis garé au bout de la longue allée, chaque instinct en moi murmurant, c'était un terrain hostile. Pourtant, je suis entré, la boussole sous ma chemise, un poids rassurant. Ils attendaient dans le salon formel, un espace rarement utilisé sauf pour impressionner les invités. Mon père se tenait près de la cheminée, un verre de whisky à la main. Ma mère était perchée rigidement sur le canapé en velours, les lèvres pressées en un fin sourire. Ethan était affalé sur un fauteuil, le téléphone à la main, les yeux brillants d'une attente satisfaite. Tante Meredith planait près de la fenêtre, chuchotant à son mari, qui regardait n'importe où sauf moi. « Assieds-toi », mon père a commandé, pas demandé. J'ai choisi une chaise près de la porte, mon entraînement me rappelant de toujours garder une sortie. Charles a commencé dans son ton exécutif habituel. Cette situation a assez duré. Vos grands-parents ont été manipulés, séniles, peu importe comment vous voulez l'appeler. Leurs biens appartiennent à la famille. C'est-à-dire moi, a ajouté Victoria avec douceur. Tu auras toujours une portion généreuse, assez pour une maison, des voyages, ce que font les professeurs quand ils ne corrigent pas des copies. Laisse ton père gérer les complexités. Ethan s'est penché en avant. 2 millions pour toi, 24 pour nous. Ça semble juste. J'ai failli rire. Tu veux dire pour ton application en faillite ou tes voitures? Son sourire a vacillé, mais mon père a claqué un dossier sur la table. Ce sont des documents de transfert. Tu signes, nous passons à autre chose en famille. Si tu refuses,
nous contesterons le testament et te traînerons en justice jusqu'à ce que tu craques. J'ai ramassé les papiers. Un langage large et général me privait de tout droit à l'héritage. En échange, je recevrais un règlement à la discrétion de la famille. Ce n'était même pas 10%. Ce n'était rien. Non, j'ai dit calmement. La pièce a explosé, la voix de ma mère s'est aiguisée en un cri. Ethan a maudit sous son souffle. Meredith a haleté comme une actrice de théâtre. Mon père a claqué son verre si fort qu'il s'est fissuré. Tu fille ingrate, a-t-il sifflé en s'approchant. Tu n'as jamais vraiment été l'une de nous. Tu étais leur soldat, leur projet favori. Nous te tolérions parce que nous le devions. Les mots m'ont touché plus profondément que prévu, bien que j'ai gardé mon visage immobile. Puis ma mère a porté le coup. L'appartement où tu vis? Tu ne le possèdes pas. Nous le possédons par l'une de nos entreprises. Ton bail est résilié ce soir. Emballe ce que tu peux. Les serrures changent de main. Ethan a souri, ses pouces volant sur son téléphone. Mieux vaut te dépêcher, ma sœur. On dirait que tes millions ne t'achèteront pas un lit ce soir. Je me suis levée lentement, pliant les papiers et les laissant intacts sur la table. Ma voix était stable, bien que ma poitrine brûlât. Vous avez clairement indiqué votre position, et j'ai indiqué la mienne. En sortant dans la nuit froide, j'ai su que j'avais perdu la moindre place fragile que j'avais dans cette maison. Mais j'ai aussi su autre chose. Mes grands-parents m'avaient préparé à des batailles bien plus sombres que celle-ci. La nuit où j'ai été mise à la porte, j'ai conduit sans but dans les rues vides, mes sacs empilés à l'arrière. Je n'avais plus d'appartement, plus de famille, et pas de destination claire. L'enveloppe que Daniel Brox m'avait donnée était sur le siège passager, lourde de secrets. À un feu rouge, je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient des documents, une petite clé en laiton et une note écrite dans l'écriture élégante de ma grand-mère pour le cas où la maison ne serait plus sûre. Ne faites confiance qu'à ceux qui ont fait leurs preuves. L'adresse sur le papier m'a mené à 20 minutes d'Arlington, sur une route de campagne tranquille, jusqu'à un chalet en cèdre patiné niché derrière un écran de pin. La clé rentrait parfaitement. À l'intérieur, j'ai trouvé un espace qui sentait légèrement le cèdre et la lavande. Les lumières fonctionnaient. Le garde-manger était approvisionné. Et sur la table de la cuisine se trouvait un autre paquet. Celui-ci était emballé dans du papier brun avec mon nom dessus. Je l'ai déballé pour y trouver des journaux reliés en cuir, chacun avec des dates écrites sur le dos. Ma grand-mère avait tout documenté, les visites, les disputes, même les menaces voilées de mes parents. Une entrée m'a coupé le souffle. Charles a exigé 500 000 $ pour une entreprise. Quand Samuel a refusé, il a menacé de me couper les vivres si nous ne nous conformions pas. Nous nous inquiétons pour sa sécurité quand nous serons partis. Le plancher a craqué. Je me suis retournée, la main allant instinctivement vers la petite arme holstérisée à mon côté. Un homme se tenait dans l'embrasure de la porte, grand, large d'épaules, les cheveux poivre et sel. Il a levé la main lentement. Doucement, Isabella. Vos grands-parents m'ont demandé de veiller sur vous s'il arrivait quelque chose. La reconnaissance a clignoté. Le capitaine David Monroe, à la retraite de l'armée, un vieil ami de mon grand-père. Je l'avais vu au barbecue de famille quand j'étais enfant. L'homme qui se tenait toujours en garde sur les bords plutôt qu'au premier plan. David a posé un dossier sur la table. Il savait que ce jour viendrait. Votre père et votre mère rôdaient depuis des années. Samuel a rassemblé des preuves, des dossiers financiers, des journaux de surveillance. Il voulait que tu sois prête. Avant que je puisse répondre, la porte arrière s'est ouverte à nouveau. Une femme d'une quarantaine d'années est entrée, portant un sac d'ordinateur portable, des yeux perçants, les cheveux noirs tirés en chignon. Lucia Ramirez, s'est-elle présentée. Consultante en cybersécurité, alliée de votre grand-mère. Je m'occupais de leurs actifs numériques. Ensemble, ils ont révélé plus. Des disques cryptés contenant des enregistrements vidéo de mes parents se faufilant dans la maison après les funérailles, retirant des bijoux et des dossiers, des relevés bancaires montrant des transferts que Charles avait tenté de déguiser en dépenses professionnelles, des emails d'Ethan implorant des renflouements pour des entreprises qui n'ont jamais existé. Et puis vint le coup de théâtre final.
Mes grands-parents avaient discrètement transféré la propriété d'un bien supplémentaire, une maison fortifiée enregistrée à mon nom seul, pour s'assurer que je ne serais jamais coincé sans abri. Au petit matin, alors que l'aube se levait sur le chalet, j'ai compris la vérité. Mes grands-parents savaient exactement ce que mes parents essaieraient de faire. Ils ne m'avaient pas seulement laissé de la richesse. Ils m'avaient laissé des armes, des preuves, des alliés et un plan. La guerre que mes parents pensaient avoir commencé était déjà préparée. Au matin, mon téléphone a bourdonné d'une série de messages. Le dernier, d'Ethan, m'a donné des frissons. Nous arrivons demain, 10 heures. Ne verrouillez pas les portes. Si vous résistez, ça va mal se passer. J'ai fait glisser le téléphone sur la table vers David et Lucia. La mâchoire de David s'est serrée. Ils escaladent. Bien. Nous serons prêts. Le lendemain matin, le chalet n'était plus seulement une planque. C'était un poste de commandement. Daniel Brox est arrivé le premier. Mallette en main, son calme démentant la tempête à venir. Lucia a installé son ordinateur portable sur la table à manger, des écrans clignotants avec des relevés bancaires et des images de sécurité. David montait la garde devant la porte d'entrée, sa posture portant toujours une discipline militaire. À 9h30, des alliés ont commencé à arriver. Une juge de comté, Elaine Harding, qui avait été la meilleure amie de ma grand-mère, le chef Robert Miller, le chef de la police locale dont la propre fille avait été discrètement parrainée jusqu'à l'université par mes grands-parents, et 2 anciens employés de Sentinel Global Consultancy, des hommes qui avaient travaillé aux côtés de mon grand-père pendant des décennies, portant des registres de dettes que Charles n'avait jamais remboursés. L'air à l'intérieur vibrait de tension, mais pas de peur. Pour la première fois depuis les funérailles, je me suis senti protégée. À exactement 10 heures, le gravier extérieur a craqué sous le poids de pneus coûteux. La berline noire de mon père est arrivée en premier, suivie par le SUV blanc de ma mère, puis la voiture de sport louée d'Ethan. Le cabriolet de tante Meredith toussa derrière. Ils sont sortis comme une armée certaine de la victoire. Les coups à la porte ont fait trembler le cadre. David l'a ouvert avec un calme délibéré. « Où est-elle » a exigé mon père, le poussant pour entrer dans le salon. Les autres se sont déversés derrière, leurs visages tordus par la colère et l'attente. Je me tenais au milieu de la pièce. Je suis là. Les yeux de ma mère ont jeté un coup d'œil à la foule derrière moi. Daniel, juge Harding, le chef de la police, les anciens employés. Sa confiance a vacillé. Vous avez fait venir des étrangers dans une affaire de famille. Non, a dit fermement la juge Harding. Vous en avez fait une affaire légale au moment où vous l'avez menacé. Mon père Harry, Brittle. Nous sommes ici pour corriger une erreur. Nos parents ont été manipulés. Isabella n'est pas capable de cette responsabilité. Lucia a cliqué sur un bouton de son ordinateur portable. Un grand écran s'est allumé. Une vidéo montrait Charles et Victoria 2 nuits après les funérailles, se faufilant dans la maison, fouillant dans les tiroirs, empochant des bijoux et des dossiers. Ethan faisait le guet à la porte. Meredith fourrait une montre dans son sac à main. La pièce est devenue complètement silencieuse. Le chef Miller a parlé ensuite, sa voix égale. Cambriolage, vol enregistré sur la sécurité mise à jour, le tout recevable devant le tribunal. Daniel leur a tendu de grosses enveloppes. À l'intérieur se trouvent des registres, des prêts impayés, des chèques falsifiés et des tentatives de déclarer Margaret et Samuel incompétents. Si vous contestez le testament, tout cela deviendra un dossier public. Le visage de mon père s'est vidé. Ethan a marmonné. Elle nous a tendu un piège. Non, j'ai dit en m'avançant. Grand-mère et grand-père vous connaissaient. Ils s'y étaient préparés bien avant moi. La boussole était chaude contre ma poitrine. Mes grands-parents m'avaient fait confiance pour tenir bon. Et maintenant, entouré de vérité et de preuves, je comprenais enfin pourquoi. La confrontation s'est terminée non pas par des cris, mais par le silence. Un par un, ma famille s'est retirée vers la porte, leur bravoure s'évaporant face aux juges, aux officiers et aux preuves indéniables. Les derniers mots de mon père étaient creux, murmurés plus à lui-même qu'à moi. Ce n'est pas fini. Mais le tremblement dans sa voix le trahissait.
Quand la dernière voiture s'est éloignée du chemin de gravier, la maison semblait différente, plus légère, comme si le poids de leur cupidité avait été traîné dehors avec eux. Je me suis effondrée sur une chaise, l'épuisement me rattrapant enfin. David a posé une main sur mon épaule. « Tu as tenu bon », a-t-il dit. « Ils t'ont sous-estimé. Ils l'ont toujours fait. » Dans les semaines qui ont suivi, la vie est devenue un tourbillon de décisions. Daniel m'a guidé à travers les procédures judiciaires qui ont sécurisé ma propriété de tous les actifs. Lucia a crypté et verrouillé les comptes numériques, coupant toute tentative d'Ethan de détourner des fonds. La juge Harding a accéléré les ordonnances de protection au cas où mes parents tenteraient quelque chose de téméraire. Et puis vint la succession elle-même, 26 millions de dollars. Le nombre semblait encore irréel, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Mais quand j'ai parcouru les couloirs de Sentinel Global Consultancy, l'entreprise que mes grands-parents avaient bâtie, j'ai compris leur intention. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était un réseau vivant de personnes, dont beaucoup se souvenaient de moi comme de la fille qui courait pieds nus dans les couloirs du bureau, apportant des cookies que ma grand-mère préparait. J'ai rencontré les employés, écouté leurs histoires, leurs préoccupations. Beaucoup craignaient que sans Margaret et Samuel, l'entreprise ne se dissolve ou ne soit vendue au plus offrant. Je leur ai promis que cela n'arriverait pas. Je n'avais pas besoin de diriger l'entreprise au jour le jour, mais je protégerais sa mission. Avec l'aide de Daniel, j'ai créé la Fondation Carter pour le service et l'éducation. 10 millions de dollars ont été immédiatement placés en fiducie pour des bourses destinées aux vétérans, aux enfants et aux étudiants défavorisés. Des causes que mes grands-parents avaient discrètement soutenues pendant des années. Une autre partie a été consacrée à des projets communautaires, des refuges, des programmes de langue, des activités périscolaires. Pourtant, j'ai gardé mon poste dans le renseignement. Ma couverture est restée intacte, mais je ne travaillais plus seulement pour l'agence. Je travaillais pour honorer les valeurs selon lesquelles mes grands-parents vivaient, discipline, vérité, service. Mes parents ont essayé de me contacter occasionnellement. Victoria a appelé une fois, son ton dégoulinant d'une fausse douceur, proposant d'aider à gérer la fondation. Ethan m'a envoyé un texto lorsque son dernier stratagème s'est effondré, me suppliant d'avoir de l'argent. Meredith a envoyé des invitations de vacances à son country club. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Au lieu de cela, j'ai construit un cercle différent. David est devenu une présence stable, un gardien qui me rappelait mon grand-père. Lucia m'a appris plus sur les ombres numériques que je ne l'avais jamais appris à l'agence. Daniel, Dorothy, la gouvernante, et d'autres du monde de mes grands-parents formaient une famille choisie. J'ai réalisé que je n'avais pas seulement hérité d'argent. J'avais hérité de personnes qui croyaient en moi, un héritage plus fort que le sang. 6 mois se sont écoulés avant que je rassemble le courage de retourner visiter leur tombe. Le cimetière était calme, l'air frais d'automne. J'ai apporté un petit bouquet de lys, les préférés de ma grand-mère, et la boussole en laiton que mon grand-père m'avait donnée. M'agenouillant près de la pierre tombale, j'ai laissé le silence s'installer avant de parler. « J'espère que j'ai bien fait pour vous », j'ai murmuré. Je n'ai pas cédé. Je ne les ai pas laissés détruire ce que vous avez construit. Une brise a soulevé les feuilles autour de moi. Et pendant un instant, cela a ressemblé à une réponse. Ma poitrine s'est détendue. Je leur ai parlé de la première cérémonie de bourse de la Fondation, comment 20 étudiants brillants se sont tenus sur scène, les larmes aux yeux, tenant des lettres qui ont changé leur avenir. Je leur ai dit comment l'entreprise s'était stabilisée sous une direction prudente. Comment les employés parlaient encore de Margaret et Samuel Carter avec révérence. Et puis j'ai admis la vérité la plus difficile. J'ai perdu mes parents, mais peut-être que je ne les ai jamais vraiment eus. Ce que j'ai gagné, cependant, c'est une famille de choix. Des gens qui se sont tenus à mes côtés parce qu'ils valorisaient l'honneur, pas l'argent. La boussole est devenue chaude dans ma paume, et j'ai réalisé ce que mes grands-parents avaient toujours voulu dire. La richesse ne concernait pas les chiffres d'un grand livre. C'était un outil, un bouclier, une boussole pointant vers ce qui comptait vraiment. Vérité, loyauté, service. En rentrant chez moi ce jour-là, je me sentais plus légère que depuis des mois. Au chalet, le dîner cuisait déjà. Dorothy fredonnait dans la cuisine.
David était assis sur le porche à affûter de vieux outils. Et Lucia était à l'intérieur tapant furieusement sur son ordinateur portable. Ces gens n'étaient pas liés à moi par le sang, mais ils avaient prouvé être plus une famille que ceux qui partageaient mon nom. Ce soir-là, pendant que nous mangions ensemble, j'ai regardé autour de la table et j'ai compris le dernier cadeau de mes grands-parents. Ils ne m'avaient pas seulement laissé 26 millions de dollars. Ils m'avaient laissé leur valeur dans une communauté pour les faire perdurer. Mes parents appellent encore occasionnellement. Je ne réponds pas, pas parce que je les déteste. J'ai dépassé cela, mais parce que l'amour sans respect n'est que contrôle déguisé en famille. Le véritable héritage n'était pas le manoir, les comptes, ou les actions d'une entreprise. C'était le courage de tenir bon lorsque les personnes qui auraient dû me protéger ont essayé de me dépouiller. C'était la force de construire quelque chose de mieux avec les outils qu'ils m'ont donnés. Si vous avez déjà subi des pressions de la part de ceux que vous aimez le plus, souvenez-vous de ceci. La famille ne se définit pas par le sang, mais par la loyauté et le respect. L'argent révèle le caractère. Il m'a montré la cupidité de mes parents, mais il a aussi révélé ma propre résilience. Je suis Isabella Carter, et je porte l'héritage de mes grands-parents, non pas en richesse, mais dans la façon dont je choisis de vivre.